Rebonsoir chers téléspectateurs, Azzoul Fellaouen, merci donc de rester avec nous. On va revenir bien sûr, c'était la première partie, les thèmes qui ont marqué l'actualité algérienne. On a commencé donc à débattre avec nos invités concernant donc la position de l'Algérie aux Nations Unies concernant cette résolution qui concerne donc la Palestine et Gaza en particulier. Nous avons avec nous donc comme invité ce soir Hamid Lelou, directeur de Run for Democracy en Algérie, qui est avec nous depuis Washington, Lies Jubaili, économiste et militant politique, qui est avec nous depuis Paris, et Mohamed Damzian Rahmoun, représentant de Riposte International, une ONG qui défend les libertés et les droits de l'homme, qui est avec nous depuis Londres. On va revenir bien sûr sur d'autres questions qui sont très importantes. Le communiqué du Conseil des ministres, l'augmentation du SMIC, l'allocation chômage, donc la chute de la valeur du dinar, toutes ces questions juste après cette petite introduction. Voilà, donc avant de donner la parole à nos invités, d'abord cette petite vidéo concernant donc le communiqué du Conseil des ministres, l'augmentation du SMIC, l'allocation du chômage, la situation socio-économique de notre pays. Bienvenue à tous, très heureuse de vous retrouver. Je disais à l'instant, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé ce jour une réunion du Conseil des ministres consacrée à des exposés portant notamment. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a donc donné des instructions de revalorisation du salaire minimum national garanti, au ministre des Finances de préparer un projet de revalorisation de l'allocation chômage. Voilà, je reviens donc à mes invités. Hamid Lelou, je vais commencer cette émission avec ce thème avec vous. On parle bien sûr d'augmentation du salaire minimum en Algérie. On parle aussi de l'allocation chômage, l'augmentation donc de l'allocation chômage, pardon, dans un contexte socio-économique très difficile. La dépréciation de la valeur du dinar, par exemple, surtout dans le marché noir. Comment peut-on lire cette situation? Est-ce qu'on est dans les mesurettes par rapport à la situation de la valeur d'achat qui est donc une perte du pouvoir d'achat, mais aussi une situation sociale qui est très critique pour beaucoup d'Algériens. Hamid Lel. Avant ça, si vous permettez, Sénassa, vite fait, ça ne va pas prendre plus de 10 secondes. Ça me désole d'entendre Si Rahmoun parlait du pragmatisme du régime algérien. Vraiment, ça me désole. Au lieu de parler de l'incompétence du régime, il n'a aucun pragmatisme. Et l'autre clarification par rapport à Ilyas, le Maroc n'est pas un allié des États-Unis. Il faut faire attention aux mots qu'on utilise. C'est un partenaire. Les alliés, ce sont l'OTAN. Et le Maroc, que je sache, ne fait pas partie de l'OTAN. Bref, je ferme la parenthèse. Ces mesurettes, comme dont vous parlez, ce sont des mesurettes populistes pour essayer d'acheter, soi-disant, cette paix sociale. Il y a deux choses qui se passent. Ce qui est en train de se faire, comme en politique, l'économie, certaines décisions économiques, elles ont un impact avec le temps. Et l'impact, c'est que nous allons vers l'endettement réel. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous posez la question aux gens du régime, ils vont vous dire nous n'avons pas de dette, ce qui n'est pas vrai déjà, mais ils disent que nous avons une dette interne. Et la dette interne, c'est-à-dire, c'est de prendre des prêts publics ou bien privés de la part des Algériens. Le problème avec ça et avec toutes ces dépenses inutiles qu'ils sont en train de faire, parce que ce ne sont pas des dépenses dans l'investissement, c'est de la consommation. Ils n'investissent pas. Et c'est pour ça que M. Lias, quand il dit l'Algérie est riche, l'Algérie n'est
pas riche du tout, Silias. L'Algérie a des richesses depuis 60 ans qui sont restées à l'état brut. Et une richesse à l'état brut qui n'a pas de valeur ajoutée, ça devient une malédiction. Ce n'est plus une richesse. Et on le vit d'ailleurs tous les jours. Alors là où on va aller vers le déficit public. Le déficit public, c'est-à-dire la balance sera négative en dépit de tous les prêts internes que vous faites. Et à ce moment-là, vous allez vers une chute extraordinaire et à un moment donné, ils ne pourront plus cacher ce mensonge qui nous répète qu'il n'y a pas de dette. L'Algérie a des dettes. Elle a peut-être financièrement, il y a encore quelques rentrées d'argent au niveau du pétrole. Là où ils prévoient un surplus, c'est en vendant ce qui devrait revenir de droit à nos générations futures. Ils sont en train de brader Rarel-Jbilat, le gaz de schiste et tout ça, alors que normalement, ils ne devraient pas. Les richesses telles qu'elles sont, si elles avaient été exploitées avec une valeur ajoutée suffisante, on n'aurait pas à aller chercher d'autres richesses, à les exploiter au lieu de les laisser à des générations futures. Très bien. Bien sûr, puisque vous avez réagi à ce qu'a dit Mohamed Mzian Rahmoun, Mohamed Mzian Rahmoun aussi a le droit de vous répondre et c'est bien d'interagir entre vous. C'est une bonne chose. Ilyas Jubaili, je sais que vous êtes très pertinent concernant donc la situation économique et ce secteur aussi. Ce qu'a dit Hamid Lellou est très important par rapport à la situation que vit notre pays sur le plan économique et le plan social. Comment vous avez trouvé donc cette décision concernant donc l'augmentation du salaire minimum en Algérie, l'augmentation de l'allocation chômage, par rapport aussi à une situation qui est réelle, la dépréciation du dinar, la valeur du dinar qui a chuté, surtout dans le marché noir, et aussi la valeur, si on peut dire, le pouvoir d'achat qui a reculé, en Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre réaction? Avant de répondre à cette question, je me dois dans l'obligation de répondre à mon ami Hamid. Quand je dis que le Maroc est un allié, on peut être membre de l'OTAN, mais ne pas être allié des États-Unis. Il y a certains pays du BAT qui sont nullement des alliés des US, qui faisaient partie du bloc soviétique et et par cette mouvance un peu occidentale, ils sont rentrés dans l'OTAN, mais ils sont pas des alliés naturels. Le Maroc a été toujours un allié naturel. Un allié naturel, c'est un allié, je dis, politique, et par ricochet, il peut être militaire et économique. C'est-à-dire, les États-Unis ont un allié naturel dans cette région distincte qui s'appelle l'Afrique du Nord, et ils ont identifié l'occurrence, leur allié, le Maroc, alors qu'on aurait pu l'être. Surtout suite au discours de JFK quand il interpellait Eisenhower, disant que l'Algérie, il apportait son soutien à l'autodétermination indépendante de notre pays. On aurait pu aussi, je dis on aurait pu, quand M. Ben Bella, quand il a été invité par JFK suite à la levée de notre drapeau après l'indépendance, au lieu qu'il rentre à Alger directement et pousser à la construction de notre pays, malheureusement l'histoire, on ne va pas refaire l'histoire, c'est les hommes qui font l'histoire et c'est pas l'inverse. Il a fait un petit crochet à Cuba chez la Havane. Comment on peut faire un crochet à Cuba à la Havane, sachant que les États-Unis et Cuba, c'est des pays qui... Voilà, bref, ça c'est pour la question. Alors, revenons à la question économique. Tout d'abord, on ne peut plus parler de déficit. Le déficit, il est là depuis pas mal d'années, Nasser. Il est là depuis pas mal d'années, c'est-à-dire que l'Algérie vit sous le déficit budgétaire. Il y a la balance commerciale négative, donc il y a plus de dépenses que de recettes. Les recettes, elles émanent à 98%, on ne va pas refaire un cours sur ça. Donc forcément, c'est-à-dire que l'Algérie, économiquement, nous vivons en déficit. Même les budgets sont conçus, sont fabriqués
avec un déficit. Aucun parlementaire algérien n'a jamais, je dis bien, j'ai suivi, et je me permets de le dire sur le Narabia, aucun parlementaire algérien, toutes les tendances confondues, n'a jamais posé la question au ministre des Finances, parce qu'on n'a pas ministre de l'économie, on a ministre des Finances, en lui posant la question. Est-ce qu'une fois dans votre vie, même si on n'a pas un équilibre excédentaire, pour qu'on n'arrive pas à construire un équilibre, je veux dire une équation équilibrée, un équilibre, voilà, équilibrer le budget. Jamais. Tous les budgets sont conçus sur un déficit, financier. Ça, c'est la question. Donc, il faut renvoyer la question aux parlementaires, ceux qui siègent à l'Assemblée nationale. Ceux qui siègent à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire ils représentent le peuple. Mais eux, ils ne posent pas cette question parce qu'ils sont toujours sous l'équation de l'exécutif et du régime algérien. Alors, quand vous... au fait, la dépréciation du dinar a toujours posé cette question. Je me rappelle mes premières interventions, quand Chahbel me posait cette question sur le plan économique, j'ai toujours dit, le problème de la dépréciation du dinar, quand on n'a rien à mettre sous la dent, on fait une dépréciation. Face à la flambée, je dis bien face à la flambée des devises face au dinar, au fait, nous avons remarqué un écart terrible entre le taux officiel et celui du marché parallèle. Ça veut dire quoi, le différentiel entre un taux officiel pratiqué par les banques et le taux parallèle qui se pratique au Port Square. Donc il y a un différentiel. Et ce différentiel, c'est quoi? C'est le reflet d'un déséquilibre structurel. Quand vous n'arrivez pas à faire vos réformes structurellement, il y a toujours ce déséquilibre. Deux, quand M. Tebboune il dit il faut augmenter les salaires. C'est beau. C'est de la, avec tout le respect que je dois à la fonction. Forcément, il faut qu'on se pose la question comment sous l'instruction du président de la République, il faut augmenter les salaires. Comment on augmente les salaires? Est-ce que ça a été voté ou pas? On augmente une allocation de salaire. Mais sur quoi? On va creuser encore davantage les dépenses? Mais quel secteur? Ça veut dire qu'on va enlever d'un support et on va encore charger de l'autre côté. On ne peut pas s'en sortir économiquement si on veut faire de notre pays, de notre jeunesse, des assistés uniquement biberonnés à l'allocation chômage. Le plus important, il fallait créer l'emploi. Pour créer l'emploi, il fallait redynamiser d'une autre manière. Je dis bien, le ciblage des dépenses, parce que je comprends, il y a des familles qui sont vulnérables dans notre pays. Quand vous vendez votre baguette à 15 dinars, la subvention, quand vous subventionnez la baguette, le riche ou le pauvre, celui qui a 10 millions de dinars par mois, et celui qui a 20 000 dinars par mois, il va payer la même baguette. Donc le ciblage des transferts sociaux doit être fait de façon transparente et identifier la couche sociale vulnérable dans notre pays. Deuxièmement, Raj Bilet, je le dis ici, je le dis, et j'ai invité M. Moktoul, et qui est expert. Vous n'allez pas me dire que M. Moktoul n'est pas expert. Il est revenu sur sa décision. Et c'est un expert au cadre de la Sonatrach. Et quelqu'un qui a passé toute sa vie à faire des chiffres et des chiffrages. Je lui ai dit, quand elle a été invitée sur un média, je lui ai dit que Raj Bilet est une faillite totale. Il fallait faire, parce que M. Tebboune, il fallait vendre son package. Il fallait que le projet de Raj Bilet puisse voir le jour. Comment ce projet puisse voir le jour alors qu'il va creuser davantage, non seulement la situation financière de notre pays, deuxièmement, la non-rentabilité de ce projet, et trois, la pollution de l'environnement qui va nécessiter des additifs et des corrections aussi financières, environnementales. Donc, on se dirige vers une faillite de notre économie tant qu'on n'a pas redynamisé. Non, mais c'est très important, Nasser. Non, mais c'est important, Nasser. Très bien, certes, mais c'est très important parce que peut-être ceux qui nous écoutent, ils vont dire que nous passons notre vie à taper sur le régime. Non, c'est que le pouvoir sur le plan économique, il va rien faire tant
la création de l'emploi ne s'est pas faite. Tant que les secteurs hors hydrocarbures sont quasiment à l'état d'inertie. Très bien. Je m'excuse, Elias, je vous ai pressé parce que vous connaissez très bien. Je sais que c'est très important ce que vous êtes en train de dire, mais aussi ce qu'ils sont en train de dire nos amis, nos invités, aussi Hamid Lello et Mohamed Hamzia Rahmoun. Mais on doit gérer le temps aussi. Et vous savez très bien que c'est difficile de gérer le temps d'une émission. Mohamed Hamzia Rahmoun, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a une situation économique, on a entendu bien sûr Hamid Lello et Elias Jubaili, une situation économique que beaucoup d'observateurs décrivent comme une situation difficile parce que l'Algérie est dépendante donc des hydrocarbures, mais de l'autre côté, il y a aussi des enthousiastes de cette politique du pouvoir qui disent que c'est une bonne chose, le fait d'augmenter donc les salaires le salaire minimum, l'allocation de chômage. Pourquoi être contre donc, des augmentations qui vont bénéficier des millions d'Algériens? Mohamed Hamziana. Ceci est un piège. Pourquoi c'est un piège? Ça veut dire que le pouvoir d'achat est faible, on augmente les salaires. En d'autres termes, bien sûr, puisqu'on augmente les salaires, c'est un indicateur au secteur économique. Les prix vont fluctuer. En même temps, ça va engendrer une inflation. Et comme l'Organisation nationale des statistiques, elle a été mise encore sous tutelle elle a été mise sous la tutelle du ministère, quelque part les chiffres, on ne peut pas vraiment faire confiance, y compris même les chiffres officiels en général, parce que la situation économique en Algérie, nous avons vécu en Algérie, on sait bien comment que les gens souffrent. Donc c'est un cercle vicieux. On ne règle pas le problème par les augmentations ni du salaire, ni du SMIC. Il faut créer de l'emploi, il faut que le secteur économique se développe, il faudrait les matières premières, on doit les produire, la transformation, il faut qu'elle soit en Algérie. Et en même temps, est-ce que nous exportons beaucoup? Parce que si nous exportons hors hydrocarbures, donc implique que nous pouvons effectivement faire des largesses, d'autant plus que le ramadan est proche. Donc ils sont aussi dans dans l'optique de faire ce qu'on appelle une accalmie sociale. Mais aussi c'est un indicateur justement que la société, quelque part, ils ont compris qu'il y a un calme latent. Enfin, le calme apparent n'est pas véritablement un calme. Il y a une situation de malaise. Il y a des phénomènes dont nous avons déjà parlé, le phénomène Haraga, qui existe, qu'on le veuille ou pas. Il y a aussi comme les indicateurs tels qu'ils ont été déjà signalés par l'IS qui reflètent de déficit, au contraire, parce que certains analystes qui reproduisent le langage du pouvoir, ils vous donnent les chiffres macroéconomiques. Malgré que les chiffres macroéconomiques peuvent être justes, ils ne reflètent pas la réalité de la société. Est-ce que tous ces chiffres macroéconomiques, c'est toute la population qui en bénéficie? C'est la question qu'il faut se poser. Et pour le savoir, il faut aller vers des statistiques réelles qui tiennent compte de tous les ménages, les petites bourses, les chômeurs, etc. Mais je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un cercle vicieux. Vous augmentez par-ci, vous avez une inflation par-là, et ça ne résout pas le problème. En même temps, il y a une mentalité qui s'est installée malheureusement. À chaque fois qu'il y a malheureusement, c'est des mentalités, qu'est-ce que vous voulez, à chaque fois qu'il y a des personnes qui critiquent, etc., d'autres sont réjouis. Ils se disent, tant qu'il y a des gens qui critiquent, ils vont nous augmenter les salaires. Alors qu'en fait, ceci engendre effectivement des problèmes économiques qui sont liés à des problèmes structuraux. Très bien. Aussi, l'Office national de statistique a été placé sous la tutelle directe du Premier ministre. Beaucoup de questionnements par rapport donc, à cette nouvelle décision, donc une décision qui a été apparue donc, dans le journal officiel. Très rapidement, si vous voulez, un petit mot par rapport à ça, Mohamed Hamzia Rahmoun. Depuis sa création en 1964, je pense qu'elle était toujours sous tutelle. En 1964. Elle était toujours sous tutelle. Il n'y a pas. Le régime, il veut contrôler tout. Donc, il ne faut même pas s'en étonner. C'est clair que c'est une mise sous tutelle. Maintenant qu'elle change vers le Premier ministère ou vers le ministère, si vous voulez, de l'Intérieur, etc., on peut discuter techniquement, effectivement, de ses attributs. Mais elle a été toujours sous tutelle. Elias Jubaili,
Si vous voulez réagir par rapport à ça avant d'aller donc à d'autres sujets, Liège Bailey. Il a très bien dit, Mohamed. Donc, vous savez, tous les secteurs stratégiques et tous les supports stratégiques, tous les axes stratégiques sont sous contrôle, sous supervision, sous tutelle. Donc, ça change de main en main. Nous avons vu d'ailleurs la preuve des services secrets, la restructuration des services secrets algériens qui étaient, un certain temps, ils ont laissé la présidence, après c'était la défense, et puis la même chose. Tout ce qui est secteur stratégique, donc il y a une supervision, un contrôle, c'est le régime qui a la même mise sur les chiffres. C'est lui qui a la même mise pour dénaturer ou pour contrôler ou pour changer, modifier. Donc voilà ce qu'il vient de dire Mohamed, très bien. Il n'y a pas à rajouter. Merci. Très bien. Bien sûr, on va vous donner la parole, Hamid Lello, mais puisqu'on va aussi parler de cette visite de Abdelmajid Tebboune cette semaine donc à Constantine, on va regarder ces avions de chasse qui ont accompagné le chef de l'État Abdelmajid Tebboune. On regarde la vidéo. Voilà, vous avez vu donc ces avions de chasse qui ont accompagné le chef de l'État, Alger-Constantine. Beaucoup se sont posé la question, pourquoi pourquoi donc il y a eu, pardon, nos amis de la régie, pourquoi il y a eu donc cet accompagnement des avions de chasse d'Alger à Constantine. Peut-être on aurait compris peut-être s'il s'agit d'un déplacement à l'étranger. Mais on va regarder aussi comment Abdelmajid Tebboune a été accueilli à Constantine. Voilà, donc on a vu donc ces images, comment le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, a été accueilli donc à Constantine. Mais aussi on a parlé de CHU de Constantine, la pose de sa première pierre. On va regarder ces images. بلدية قسنطين أشرف رئيس الجمهورية مرفوقا بالفريق أول سعيد شنقريحال وزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على إطلاق إنجاز مشروع المركز الاستشفائي الجامعي، حيث تابع عرضا حول إنجاز هذا الصرح الصحي الهام بطاقة استيعاب تقدر ب500 سرير، كما استمع لشروحات مفصلة حول المرافق والهياكل التي يتوفر عليها والخدمات التي يقدمها المركز
للمرضى، ليضع بعدها رئيس الجمهورية حجر الأساس لإنجاز هذا المكسب الصحي الهام الذي يضم 24 قسما استشفائيا وعددا من الوحدات الطبية الحيوية بمختلف التخصصات، إلى جانب صيدلية مركزية وجناح بيداغوجي بسعة 1000 مقعد، ليعطي بعد ذلك السيد الرئيس إشارة انطلاق أشغال إنجاز هذا الصرح الصحي الذي سيستفيد منه سكان ولاية قسنطينة والولايات المجاورة. Voilà, donc il faut rappeler aussi que cet hôpital est en retard de 15 années. Donc il devait être démarré, sa construction devait être démarrée donc depuis 2010. Et voilà, 15 ans après, la première pierre a été posée par Abdelmajid Tebboune. Hamid Lellou, sur la forme et sur le fond, quelle analyse peut-on faire de cette visite d'Abdelmajid Tebboune à Constantine? J'aimerais bien avoir une analyse. Vous savez, Monsieur Nasser, autant j'aime venir à vos émissions et m'adresser. C'est un honneur pour moi de m'adresser au public algérien. Mais je crois que je vais laisser mon temps à vos invités parce que j'ai pas envie de commenter les dires et les faits d'un nul national. Non, désolé, je peux pas. Passer la parole aux autres, ça m'intéresse pas. Voilà. C'est une honte. Moi, cette honte, j'ai pas envie de commenter. Je préfère me taire. Merci. Très bien. Reste avec nous, Hamid Lellou. On respecte donc votre position. Liège Beili, qu'est-ce que vous en pensez? Le fait que Abdelmajid Tebboune est toujours accompagné du chef d'état-major, Saïd Chingriha, dans ses déplacements. Qu'est-ce qu'on voulait prouver par cette visite à Constantine, d'après vous? Et comment vous l'avez trouvé? Permettez-moi de dire, je comprends la position de Hamid. Quand on milite et quand on se donne à fond, on est loin de son pays, on essaie de sensibiliser notre pays, la population, nos compatriotes, que le changement majeur est important, est impératif pour une autre image de l'Algérie. Moi, je comprends. Honnêtement, je comprends. Hamid, il a le droit de refuser la question ou pas, moi aussi peut-être. Mais je comprends en tout cas, juste c'est pour dire à Hamid que j'ai compris. C'est vrai, ça fait mal de voir une telle population qui est en liesse avec le Bned, le Bendir, le Zannar, comment vous le dites. C'est un peu compliqué, on se dit au fait. Mais aussi Liège Beili. La question qui se pose, est-ce que tout ça... On a l'impression... Non, est-ce que le peuple, enfin après, on n'est pas, personnellement, je ne suis pas donneur de leçons, je suis compatriote algérien comme vous tous, et on ne veut que du bien pour notre pays, mais quand on voit un spectacle de la sorte, moi, ça me désole, franchement, c'est désolant. Il faut qu'il se réveille, mon Dieu, est-ce que c'est pas avec, oui, le Bendir en 62, 63, c'était parce qu'on a eu l'indépendance. Mais est-ce que le peuple il est vraiment conscient de ce qui se passe dans notre pays? Celui qui a aidé Bendir, est-ce que vraiment il est conscient de ce qu'il fait? S'il est père des enfants, est-ce qu'il sait? Est-ce que ses enfants souffrent la scolarité? Il risque de ne pas trouver du travail économiquement. Est-ce que lui-même, Bendir aujourd'hui en reçoit parce que M. Tebboune il est reçu? Est-ce qu'il sait s'il va publier une publication et il risque d'être raflé le soir par des mains obscures? La question, elle est là. Il faut un éveil, il faut une conscience, il faut un éveil. Il faut... Non, il est temps de passer à autre chose. Mais qui est responsable Liège Beili? Est-ce qu'on a instrumentalisé par exemple ces personnes pour venir nous donner donc un spectacle que le peuple est content de la politique du chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, ou bien au contraire, c'est des signes qui trompent, c'est des signes au contraire qu'il y a un vrai malaise dans la société algérienne. C'est pas tout le peuple qui est content de l'évolution de la situation de notre pays. Absolument, mais moi quand je vois Constantine, je suis natif de Constantine, je viens de cette ville.
Mais je me rappelle, peut-être on n'était pas, mais quand même, Constantine, l'université de Constantine, c'était le fief des contestations. C'était le fief des contestations. Les grands lycées, Yororta et Ben Badi, c'était des grands lycées où le débat était porté. Je pense que Constantine, elle fait partie des villes qui militaient pour autre chose. Mais quand je vois comme ça, attention, je ne mets pas tous le peuple. Au fait, c'est vrai, on n'a pas le droit de noyer dans la masse. Mais quand même, moi, je souhaite que le peuple s'éveille, le veille du peuple. Il n'y a pas certaines villes qui sont éveillées, d'autres non. C'est ça la question. Il faut généraliser, il faut homogénéiser la conscience, cet éveil. Parce que tout ça, c'est l'instrumentalisation du régime. Le régime, il est dans son instrumentalisation. Vous allez me dire, mais il est dans son rôle, là, ça. Mais parce que ça survit, forcément. Et c'est sa survie. Quand on voit que M. Tebboune, à chaque fois, à sa descente d'avion, on voit le général Chingreha. Mais on se pose la question, il est toujours accompagné par Chingreha. À la rentrée scolaire, il y a Chingreha. La rentrée universitaire, il y a Chingreha. La rentrée sociale, il y a Chingreha. La délivrer des diplômes, c'est minimum. Est-ce que ces gens-là, ils savent qu'il y a un problème dans le pays, sur le plan économique, sur le plan politique, et que ça ne va pas bien, et qu'il y a un problème, il faut militer de façon pacifique. C'est pour ça que voilà, il faut nous, c'est vrai, on est dans la facilité, mais ce qu'on veut, c'est que le chab soit éveillé, qu'il comprenne c'est quoi ses droits et ses devoirs en même temps. Mais non, moi, c'est vrai, cette image, elle me désole, et je charge pas le peuple, loin de là, je charge pas le peuple, parce que le peuple, le peuple, à chaque fois, il peut nous donner des scénarios éblouissants. On a vu le Hirak en 2019, quand à la fin du 5e mandat, quand le peuple s'est réveillé de façon unanime et homogène et avec un slogan Silmiya, Silmiya, nous voulons la fin du mandat, et après la fin du mandat, nous voulons le changement du régime, nous voulons une autre Algérie. Démocratie, voilà, c'est ça. Donc c'est ça ce qu'on demande. Moi, cette question, enfin, cette image, elle me désole. En tout cas, il est venu pour faire quoi, Constantine? Pour faire quoi? La question, elle est là aussi. Pourquoi? C'est difficile, justement, juste pour l'image. Économiquement, la ville, il n'y a plus de projet économique à Constantine. Le centre hospitalier universitaire, CHU, de Bab el-Khanta, il est complètement les plus grands médecins éminents qui sont sortis de ce grand lycée ou de CHU, ils sont tous à l'étranger. Économiquement, la vie, elle est chère. Les environs de Constantine vivent très mal. Elle est où la démocratie dans ce pays? Elle est où l'élan économique? Très bien. Restez avec nous, Elias Jubaili. Votre réaction, bien sûr, par rapport à cette visite, mais aussi, il m'est venu à l'esprit, en examinant un peu les images, qu'il y avait une jeune fille algérienne, un jeune homme algérien, qui s'est exprimé, la jeune fille s'est exprimée donc en arabe. Bienvenue à Abdelmadjid Tebboune. Le jeune homme s'est exprimé en anglais. On se pose la question, bien sûr, on est en train de s'éloigner de la langue française, mais la question qui se pose aussi, c'est qu'aussi Tamazight, c'est une langue qui a été officialisée. Pourquoi en anglais et pas en Tamazight? Quand on fait une visite, je dirais, presque somptueuse, vous voyez des avions de chasse, etc., à savoir si c'est des avions de chasse. Donc, pourquoi mobiliser tant d'avions et le coût? Il y a le gaspillage. Est-ce que ça a valu la peine pour une visite présidentielle de mobiliser des avions militaires, apparemment des avions de chasse, sachant pertinemment qu'il y a un coût? Ça reflète un tout petit peu cette situation du régime. C'est pas un régime qui calcule. Deuxièmement, ça c'est pour la forme. Et comme tu as soulevé un autre élément de forme, celui d'un vouloir de faire en sorte qu'il y ait un narratif d'un passage d'une langue étrangère qui est le français vers une autre langue étrangère qui est l'anglais. C'est un narratif qu'ils veulent faire admettre, c'est-à-dire effectivement nous sommes en train d'aller dans ce sens, mais je me souviens avoir même critiqué
cette tendance dans la mesure où je suis de ceux qui croient effectivement qu'il faut qu'il y ait des secteurs d'activité où l'anglais doit être la langue de l'enseignement, tels que le numérique, l'intelligence artificielle, mais sur certains filières, surtout universitaires, je ne pense pas parce que déjà il y a un coût, c'est toujours le coût. Il faut bien que les enseignants apprennent à enseigner en anglais, à enseigner juste pour qu'il ne faut pas qu'il y ait des erreurs. Combien de livres il faut acheter? Les polycopes des enseignants qui ont rédigé leurs différentes dissertations ou, si vous voulez, donc leurs cours en français, ils doivent être traduits. Tout ça est à étudier. Donc il faut quand même réfléchir d'une manière intelligente sur quels sont les secteurs ou les filières qu'on doit utiliser l'anglais. C'est tout à fait normal. Hein, et il le faut. Mais sur certaines, je ne pense pas que c'est vraiment un choix judicieux. Et c'est un discours aussi donné peut-être pour les États-Unis d'Amérique. Nous voyons bien que l'ambassadrice américaine est en train de sillonner l'Algérie. Et le reste, maintenant, revenons à nos concitoyens. Moi, je ne pense pas que... Nous avons vu une partie des Algériens. Peut-être certains les ont fait venir pour donner à cette visite une importance, peut-être, je ne sais pas. Mais le régime le fait, n'est-ce pas? Et par contre, je doute très fort, il y a des endroits à Constantine, et puisque notre ami Ilyes, il est originaire de cette ville, il sait pertinemment qu'il y a des endroits, dont à Constantine, où la pauvreté bat son plein. Ça, c'est une réalité. Et pas à Constantine, à Alger, à Tizi Ouzou, un peu partout. Donc, ça, c'est une image embellie d'une visite qu'ils ont voulu être une visite réussie. C'est un message aussi à l'intérieur pour dire que nous sommes forts, nous maîtrisons, etc. Mais aussi, pour l'extérieur, je ne pense pas. Beaucoup d'observateurs, qu'ils soient algériens ou pas algériens, connaissent la réalité du régime. Donc, ils peuvent tromper personne, tout simplement. Mais est-ce que cette visite aussi cache des choses, Mohamed Ziad Rahmoun, puisque juste après, on a appris que le chef de l'État ne va pas à Johannesburg, donc en Afrique du Sud, pour le G20. D'abord, on va écouter, on va regarder donc ces images de Boun, où il déclare qu'il participerait donc au G20, donc à Johannesburg. Il faut le rappeler que c'est historique, que ce sommet se tient donc en Afrique avec des chefs d'État très importants. Est-ce que c'était l'occasion qu'il ne fallait pas rater aussi? Est-ce qu'on voulait cacher cette absence donc de l'Algérie en Afrique du Sud, que bien sûr le Premier ministre donc a représenté l'Algérie à Johannesburg. Mais pourquoi le chef de l'État ne s'est pas déplacé? On va écouter d'abord Ahmed Tebboune. Je reviens à mes invités juste après. لحد الآن شيرنا مبرمجينه من نهاية السنة. عندي سفر نتاع الجزائر سبحان تعاودوا في الجي 20 باش نحضروا في الجي 20 وممكن ألمانيا لماكش نهاية السنة بداية السنة. Voilà, donc les déclarations du chef de l'État sont très claires. Même, il a dit qu'on est devenu membre du G20 et que donc ce voyage ou la présence de l'Algérie avec le chef de l'État Ahmed Tebboune était là. Elle était donc dans le calendrier. Pourquoi Ahmed Tebboune n'est pas ne s'est pas déplacé donc au sommet du G20, la question est posée. Qu'est-ce que vous en pensez, Hamid Lellou? Est-ce qu'on voulait cacher donc l'absence de l'Algérie ou l'absence de Ahmed Tebboune au sommet du G20 par cette visite à Constantine? Hamid Lellou? Je pense qu'on a perdu Hamid. Ilyes Jubaili, la question est à vous. C'est incompréhensible. Hein. Donc, au fait, le G20, tout d'abord, c'est le club des grandes puissances économiques. Et c'est là où vous venez pour faire des rencontres officielles, des rencontres économiques.
des rencontres de haut niveau pour un petit peu prendre la température de ce qui se passe dans le monde, surtout sur le plan économique. Et c'est là où vous pouvez sceller des relations commerciales, vous pouvez parler d'un projet, vous pouvez vous réconcilier, vous pouvez remonter une information, une suggestion, une réclamation. En plus, ça se passe en Afrique du Sud. À ma connaissance, l'Afrique du Sud, c'est un pays ami, grand ami, le pays de Nelson Mandela, c'est un grand pays ami de l'Algérie. C'est quoi ce volte-face? C'est un volte-face qui donne le tournis. Comment ne pas être présent? Pour quelle raison? Être représenté par le Premier ministre, mais le club des grandes puissances, le G20, généralement, l'usage protocolaire, c'est la présence des présidents et des premiers ministres. Quand je dis c'est-à-dire le régime parlementaire, c'est premier ministre, c'est ça ce que je veux dire. Hein. Mais pour les régimes présidentiels, c'est présidents ou les rois qui se présentent, qui se voient, qui font des accolades, qui discutent, qui parlent et qui cèdent des accords et qui parlent de projets. Pourquoi ce volte-face qui perplexe, qui donne le tournis? Pour quelle raison? C'est une absence inattendue, c'est une absence qui n'a pas d'explication sur le plan diplomatique, sur le plan politique. Quand même, ça relance des interrogations. Est-ce qu'on a empêché M. Tebboune à se présenter au G20? Est-ce que ça relance une interrogation? Est-ce qu'il n'a pas envie de rencontrer M. Macron? Est-ce qu'il y a un souci de santé, Ilyas Jubaili? Comment? Est-ce qu'il y a un souci de santé aussi? Vous savez, un avion présidentiel, c'est un avion, je veux dire, très équipé. C'est l'occasion, en fait. Il était bien à Constantine, vous l'avez bien vu. En train de mettre une casquette sur la tête, en train d'haranguer la foule, en train d'embrasser. Il y a une liesse de joie, heureux, une bonne mine. Mais moi, ce qu'on attend, c'est dans les grands rendez-vous internationaux, dans l'intérêt du pays. Pourquoi ça relance une interrogation? Qui a décidé? Est-ce qu'il voulait ajuster son agenda? Est-ce que son agenda a été dicté? Est-ce que c'est une décision intentionnelle ou non intentionnelle? Je ne pense pas. Non, ça va. C'est une décision intentionnelle de ne pas s'y rendre en Afrique du Sud. Pourquoi ce revirement? C'est toujours les mêmes revirements, c'est une incohérence totale. Il a toujours, je pense que tous les dirigeants algériens ont été toujours très heureux de se rendre en Afrique du Sud. C'est leur deuxième pays. L'Afrique du Sud, elle a de très bonnes relations avec nous. Moi, je me pose la question, le pays hôte comme l'Afrique du Sud, forcément va se poser la question. Il a quand même tout indiqué qu'il allait participer au G20. Pourquoi? Absolument. Et même on a fait passer ses déclarations, donc il a confirmé qu'il va donc aller au G20. Hamid Lelou, je pense qu'il est de retour. Est-ce que vous m'entendez, Hamid Lelou? Oui, je vous entends bien. Ah, très bien. On vous a perdu un petit moment. La question du G20, je ne sais pas si vous l'avez entendu, donc l'absence d'Ahmadji Tebboune au G20. Hamid Lelou, comment peut-on l'expliquer? Est-ce que c'est une occasion perdue? On parle de grands chefs d'État qui sont présents donc à ce sommet, la première fois que ce sommet se tient en Afrique. Est-ce que c'est un signal faible du côté de l'Algérie? Écoutez, Trump boycotte ce sommet. Peut-être que le mot d'ordre vient de lui. Je ne sais pas, je spécule. Je suis en train de spéculer. Lui aussi, il ne va pas. Alors peut-être qu'on lui a donné l'ordre de ne pas y aller aussi. Trêve de plaisanterie, mais ça se trouve, c'est la réalité. Vous savez, il y a un diplomate qui avait dit que quand il s'agit des personnalités publiques du Sud, c'est-à-dire des pays sous-développés comme l'Algérie,
il y a des gens avec qui nous parlons et il y a des gens avec qui nous négocions. Et Tebboune n'a jamais fait partie des négociateurs, donc il n'est pas important. Alors peut-être que les choses qui allaient se passer en Afrique du Sud allaient être au-dessus de sa tête. Je ne vois aucune importance à sa visite ou non-visite de l'Afrique du Sud. It's irrelevant, comme on dit. Et encore des débâcles après débâcle. Honnêtement, j'ai du mal à trouver une lecture à ce genre de comportement. Il n'y va pas, il va pas. Hein. Je sais que vous êtes en train de conduire et on ne veut pas vous causer de soucis par rapport à ça, on s'excuse, mais... Non, très rapidement, Hamid Lello, je sais que vous ne voulez pas donc réagir par rapport à la question qui touche Ahmed Tebboune directement, mais quand on parle de l'avenir de notre pays, on a posé beaucoup de questions concernant la diplomatie, la situation donc de notre pays à l'extérieur, mais aussi la situation que vit notre pays à l'intérieur. Comment vous voyez donc l'évolution de notre pays dans un contexte pour beaucoup d'observateurs qualifie de critique par rapport à la situation. Et la question, bien sûr, qui est historique, puisqu'elle a été posée aussi par Boudiaf, Rabbi Rahmou, où va l'Algérie? Où va l'Algérie? J'aimerais bien le savoir, comme beaucoup d'Algériens. Mais vous savez, je ne suis pas fâché. C'est juste que c'est dommageable pour nous, surtout l'opposition, et ça me désole d'entendre vos invités accorder autant d'importance à des sujets qui... Je peux comprendre que vous posez des questions parce que vous posez les questions que l'opinion algérienne devrait se poser. Mais l'avenir de l'Algérie n'est pas entre les mains de cet individu. On le sait depuis longtemps. L'avenir de l'Algérie, eh ben, il faut changer. Il faut changer de politique, et pour changer de politique, il faut changer de système de gouvernance. Nous avons un mauvais système de gouvernance et le problème réside là parce que on essaye de colmater depuis 60 ans, on nous raconte les mêmes histoires et le fossé se creuse de plus en plus. La chance qu'a eu le régime jusqu'à maintenant, c'est cette manne financière qui ne va pas durer pour toujours et d'ailleurs qui s'est retournée comme une malédiction à ce pays. J'aurais aimé qu'on n'ait pas de ressources naturelles du tout et que les Algériens se mettent à travailler et que le régime n'aurait pas toutes ces ressources parce que c'est un régime de clientélisme et il continuera tant qu'il aura ses ressources. Il va continuer. La fin de ce régime, elle viendra soit avec la fin de ses ressources ou bien avec une main de l'extérieur. Et ça sera aussi catastrophique pour le peuple algérien. Il faut que le changement vienne du peuple. C'est le peuple qui a la solution, c'est le peuple qui a la clé. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas cette clé. Très bien. Hamid, restez. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Avant de donner la parole à Mohamed Mziane Rahmoun, on va vous faire passer donc, les déclarations du président français, Emmanuel Macron. Parce qu'on a parlé ces derniers jours d'une éventuelle rencontre entre Abdelmadjid Tebboune et Macron. On l'écoute. Beaucoup de gens veulent faire de l'Algérie une question de politique domestique française. Et en Algérie, beaucoup de gens veulent faire de la relation à la France une question de politique domestique algérienne. Si on laisse ces gens-là de chaque côté faire l'agenda, il n'y a aucune chance qu'on avance. Moi, je note que ces dernières années, on a su faire des avancées très concrètes. Et moi, j'ai toujours eu la même méthode, le respect et l'exigence. Le respect parce que quand on veut avancer avec quelqu'un, on a rarement des résultats en insultant. En tout cas, c'est plutôt mon expérience. Et l'exigence, c'est que la situation n'est pas satisfaisante, donc on veut des résultats. Mais il faut le faire en comprenant aussi ce que veulent les autres. Moi, je veux bâtir une relation d'avenir qui soit apaisée, mais on doit corriger beaucoup de choses. Et on sait que sur beaucoup de sujets, sécuritaires, migratoires, économiques, on n'est pas dans une situation satisfaisante, de part et d'autre. Et on a beaucoup de défis communs.
Donc, il y a un processus que j'ai décidé en réunissant les ministres et les services concernés il y a plusieurs semaines. C'est celui qu'on applique. Il a conduit à des réengagements de discussion au niveau technique de nos directeurs des services, au niveau de nos secrétaires généraux des ministères des Affaires étrangères, puis il y aura des réunions entre ministres qui vont se tenir. Et c'est comme ça qu'on reprépare, qu'on redéclenche les choses. Je constate qu'on a déjà eu des premiers résultats. Et la libération de Boualem Sansal est un premier résultat dont il faut se féliciter. Maintenant, il faut avoir beaucoup de constance, et je le dis, d'humilité et de respect. Et pour moi, c'est un sujet qu'on doit régler. Monsieur le Président, toujours en parlant... Pardon ? Une rencontre avec le Elle se fera au moment où on aura préparé pour avoir des résultats. Voilà, donc les déclarations d'Emmanuel Macron hier donc, au G20. Mohamed Damzian Rahmoun, qu'est-ce que vous en pensez? On a entendu bien sûr Emmanuel Macron qui a parlé de l'instrumentalisation de cette relation algéro-française du côté français comme du côté aussi algérien. Quelle est votre réaction? Nous sommes modestes, humbles et pleins d'humilité. C'est pour ça qu'on répond à toutes vos questions sans se prendre la tête. Donc, ici, on est aussi intelligent et l'opposition en général est intelligente. Voilà, entre guillemets, je ferme la parenthèse. Pour ce qui est du président, et nos analyses, bien évidemment, sont tellement des fois si précises que je m'en étonne moi-même. Pour ce qui est du président, ce que vient de dire le président Macron, oui, mais est-ce que c'est la réalité? Parce qu'effectivement, il y a une bonne partie de Français, enfin d'ailes français, surtout la droite et l'extrême droite, et même d'autres lobbies, ils essaient justement que l'Algérie soit inscrite dans une politique intérieure. Et bien sûr, le régime algérien a exploité ceci en essayant aussi de se polariser vers l'extrême droite et la droite dure, en choisissant un ennemi extérieur et pas bien sûr que la droite. Bien sûr, il y a aussi beaucoup, à chaque fois, ils parlent d'ennemis extérieurs et d'ennemis intérieurs. Donc moi je pense que l'heure du dégel n'est que la bienvenue, pour ma part, parce que nous avons une immigration, nous avons des intérêts, et des intérêts aussi sur le plan sécuritaire. Perdre la France n'a jamais été une bonne stratégie, la preuve en est là. Elle a même développé un certain dynamisme pour soutenir la résolution à l'ONU concernant la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, et plus que ça, même dans l'Union européenne. Donc, pourquoi avoir un ennemi, si vous voulez, d'une envergure telle que la France, et pas que la France? Je pense qu'un pays qui veut être un pays stratège doit tout simplement s'inscrire dans la longue durée, choisir bien évidemment ses alliances et ne pas perdre ses alliés, les rapports qui existaient entre la France et l'Algérie. Pour ce faire, l'équipe actuelle a fait beaucoup d'erreurs et ce sont les conséquences qu'on est en train de voir. Et ne pas partir au G20 aussi, puisqu'on en a parlé, qui relève de la spéculation en fait, qui relève de la spéculation, parce que dire qu'on est membre du G20 alors qu'on n'est pas membre du G20, mais par contre on est invité au G20 et ne pas partir, n'oublions pas que nous avons aussi, le président algérien a raté une occasion en or, c'est celle de la 80e session des Nations Unies. C'était l'une des plus importantes sessions, mais il n'était pas parti. Alors que normalement, quand on parle de constitution, il est tout simplement, c'est celui qui représente, si vous voulez, l'Algérie sur le plan de la politique extérieure, n'est-ce pas? D'ailleurs, quand l'émission de tout à l'heure a commencé, vous avez bien évidemment fait référence à ce texte de loi. Or, aussi le G20, mais je tiens à signaler qu'une rencontre implique qu'il y a un travail en amont. On ne part pas vers le G20 juste comme ça pour partir, pour du plaisir, pour du tourisme. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de tractations, beaucoup de négociations. C'est juste l'image, parce que c'est un sommet effectivement économique, mais aussi politique. C'est juste l'image, maintenant il faut partir. Quelque part, il n'y avait pas eu d'un travail en amont, et partir ou ne pas partir, est-ce que c'est important? Franchement, et comme a dit Ilyes, il a parlé de... Peut-être qu'il a voulu éviter le président français, même si on part dans cette voie, peut-être qu'il y aura le ministre des Affaires étrangères algérien va parler, il va dire qu'il y a le courant entre la France et l'Algérie a toujours existé, au contraire. Donc pour ne pas tomber dans le piège de faire une fausse analyse, je pense que j'ai dit ce que je dois dire. Très bien. Ilyes Jubaili, 10 secondes si vous voulez réagir par rapport à ce qu'a déclaré Emmanuel Macron.
Je pense qu'il a déclaré, c'est du bon sens, et c'est vrai, c'est une réalité. La question, les questions ont été toujours domestiquées, que ce soit en Algérie ou en France. En France, l'instrumentalisation aussi de la mémoire, surtout l'extrême droite, qui pense que la colonisation a apporté des effets positifs, et surtout, ça a commencé en 2005. L'extrême droite et la droite, elle a fait de l'Algérie une question d'intérieur pour jouer sur le sécuritaire et pour des objectifs électoralistes. Nous l'avons vu avec la droite qui est quasiment borderline, comme celle de Rotaillot. Mais il faut, de l'autre côté, le régime algérien a toujours instrumentalisé aussi la rente et désigné la France comme le mal par excellence et le fléau subi par l'Algérie depuis l'indépendance de notre pays. Donc ça a été instrumentalisé. Il faut dire les choses que Macron, c'est le seul président, je le dis, c'est le seul président français qui a porté vraiment, qui était qui allait beaucoup plus loin avec le régime. Il n'a jamais voulu vraiment heurter le régime. C'est-à-dire, il a toujours désavoué en pleine conférence, à distance, au Portugal, en Allemagne, son ministre de l'Intérieur, pour essayer un petit peu toujours de baliser le terrain. Je pense, juste pour finir, à Nasser, je suis comme Mohamed, je fais partie de celles et ceux qui nous militons pour le réchauffement des relations et que les relations, le réchauffement des relations algéro-françaises est impératif et vital. Je dis bien et vital, aussi bien pour notre pays et que pour la France. Nous devons même se diriger vers un traité d'amitié ou sur le long terme, parce qu'il n'y a pas d'échappatoire à ça. La proximité géographique et la nécessité historique sont bien présentes. Merci beaucoup, Elias Jubaili. Merci. On est arrivé donc à la fin de cette émission. Je remercie mes invités. Elias Jubaili, économiste et militant politique. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à Hamid Lello, directeur de Run for Democracy en Algérie. Il était avec nous depuis Washington. Merci à Mohamed Damzian Rahmoud, représentant de Riposte International, qui est avec nous depuis Londres. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. يعطيكم الصحة وابقوا على خير.